Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une nouvelle vidéo actualité, cinéma, série et un petit peu jeux vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la description le code épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Je réponds à vos commentaires où je fais des vidéos dédiées par rapport à ce que vous dites. Et vous l'avez vu, j'ai changé de setup ces derniers jours, les deux dernières vidéos, et cette fois-ci, j'ai pas encore reçu une nouvelle lumière. Je pense que le micro il est bien dans le champ et ça serait bien plus agréable, même si encore une fois l'éclairage va être modifié. Et surtout cette vidéo-là, je vais faire du montage, entre guillemets. Je vais laisser mon logiciel de montage enlever toutes les respirations, tous les petits moments. Vous me direz si c'est mieux ou pas d'ailleurs, et si vous voulez comparer, vous pouvez regarder la vidéo sur Sévrance où il y avait un peu quelques cuts et la vidéo actuelle de la semaine dernière pour avoir une vraie différence. Mais oui, c'est encore en cours de changement et ça va changer dans les prochains jours en fonction de vos feedbacks. Mais normalement, j'ai aussi géré le petit décalage qu'il y a sur le micro et la vidéo, normalement. Mais moi, j'arrivais pas à le voir, mais si vous le voyez, vous me dites comme ça, je rectifie tout ça. Mais oui, on évolue encore et ça va me permettre de faire plus de vidéos et de gagner beaucoup de temps parce qu'il y aura du coup pour moi pas de montage. Mais vous, il y aura des cuts et vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Borgos VPN et ses 38 000 utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, en Suisse pour la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples, vous avez sur Netflix des chefs-d'œuvre comme Craven, comme Venom 3 ou blague à part, des films qui sont bien comme The Outrun. Sur Disney+, vous avez déjà Vaiana 2, vous avez Mufasa, vous avez Un Parfait Inconnu, vous avez A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous avez évidemment Paramount+, et il faut l'utiliser avec le VPN depuis l'application Paramount. Donc ou vous avez un abonnement Paramount, ou vous vous connectez via votre compte Canal sur la plateforme directement, ça fonctionne. Et vous avez d'autres films comme Sonic 3 ou même Better Man. De même pour Max, il faut vous connecter à l'application Max directement pour avoir accès à des films comme Flow, La Guerre des Rohirrim, L'amour au présent, Sing Sing ou même Queer. Et vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN. Suffit de vous connecter à un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie et la Bulgarie parce que c'est moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne pour vous montrer. Et ça marche avec plein d'autres abonnements, comme par exemple Letterboxd Patron. Vous pouvez l'avoir pour moins cher aussi. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire. Et vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le code épinglé afin de vous abonner à Borgos VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité de la semaine concerne Bruce Willis qui apparemment a donné un très bon conseil à Samuel Jackson. Il a dit qu'il devait trouver un personnage avec lequel il pourrait revenir régulièrement au cinéma pour empêcher de flopper au box-office. C'est-à-dire un personnage qui cartonne, comme Bruce Willis avait McClane évidemment, comme Terminator était interprété par Schwarzenegger. Ils avaient tous ces films de franchise dans lesquels, même s'ils faisaient des films à côté et que ces films-là floppaient, ils pouvaient toujours revenir sur grand écran et avoir donc un succès au box-office parce que c'est important pour évidemment les producteurs mais les acteurs d'avoir toujours des succès et ça compense peut-être, potentiellement, les défaites à côté au box-office. Donc Samuel Jackson a dit que c'est un très bon conseil et il était hyper heureux d'avoir évidemment le rôle de Nick Fury quand il a fait 9 films, ça l'a empêché de flopper et on a pu voir Samuel Jackson partout. Donc en vrai c'est un très beau conseil que plein d'acteurs utilisent justement pour se sécuriser au cas où leur carrière dégringole. Parce que si vous faites plein de films d'affilée et personne va les voir en termes de box-office, eh bien on va plus difficilement vous convier des films tout simplement avec vous en tant qu'acteur, mais vous allez moins avoir d'impact et vous pourrez faire globalement moins de films que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc très beau conseil et je suis content qu'il ait respecté ça et qu'on ait vu beaucoup de Samuel Jackson. Zach Rager, le réalisateur de Barbare qui était très bon, va sortir son prochain film Weapons cet été. En tout cas aux États-Unis. On n'a pas pour l'instant de date française. Apparemment c'est un film d'horreur avec plein d'acteurs que vous connaissez comme Josh Brolin, Julia Garner, Aiden Ehrenreich et plein d'autres. Mais grosso modo, film d'horreur potentiellement en plusieurs parties. Donc à voir dans le film si c'est des histoires interconnectées ou pas au final. Il y avait des rumeurs par rapport à ça. Mais j'ai hâte de voir, j'avais adoré Barbare et c'est lui qui va réaliser, ne l'oubliez pas, le prochain Resident Evil, le reboot. Et vu comment il a fait Barbare et vu comment le prochain projet s'annonce, il n'y a pas de bande-annonce ni rien pour l'instant, mais ça arrivera bientôt vu qu'il sort en août, j'ai confiance, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ouais, moi j'aime bien Zach Rager pour l'instant. Dangerous Animals a montré sa bande-annonce, c'était un film où Jay Courtney que j'aime bien. C'est pas un grand acteur, mais il a une vibe que j'aime bien, il a pas de grandes prétentions, mais il joue un serial killer qui nourrit des requins avec ses victimes. Donc il va les kidnapper, vous pouvez voir la bande-annonce évidemment, Dangerous Animals, qui va les prendre, va aller en bateau et va nourrir des requins. Bon, c'est un
petit teaser d'une minute, mais le concept a l'air assez sympathique, intéressant, pourquoi pas. Ensuite, on a la saga Jason Bourne qui est en pleine vente. Oui, il y a plein de studios qui veulent acheter la franchise. Je crois que c'est Universal qui l'avait avant, et vu qu'ils vont pas faire de choses avec, eh bien ils essaient de la vendre. Il y a plein de plateformes de streaming et plein de studios qui sont intéressés. On verra bien. On sait pas si Matt Damon sera dans les discussions, s'il va revenir, s'ils vont refaire des films comme ça, mais globalement, la franchise sera bientôt rachetée par un autre studio. Speed Fiction, le jeu, j'ai joué 5-6 heures à peu près, et j'ai vraiment bien aimé. Pour l'instant, je trouve que c'est excellent les 5-6 heures que j'ai joué, mais en tout cas, il y aura un film, et je vous en parlerai lorsque je finis le jeu en critique ou autre. Mais un film est prévu, c'est officiel. Ils sont en train aussi de se battre les studios pour savoir quel studio va faire le film. Bon, je pense que vu le concept, ça peut être hyper intéressant, ça peut très bien marcher en film. Ils vont pas adapter, j'imagine, l'émission, mais faire un film de SF et de fantasy en même temps, ça peut carrément le faire. En plus, le game director du jeu, c'est un mec qui est vraiment fasciné de cinéma, comme beaucoup d'ailleurs de game director. Donc ouais, pourquoi pas, je pense que ça peut carrément le faire en film. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. David Lynch, malheureusement, devait faire un autre film. Oui, c'est ça qui est triste, c'est Laura Dern et du coup Naomi Watts qui l'ont confirmé. Ils travaillaient activement ensemble, ils discutaient, ils voulaient faire un autre projet, mais on le sait, hein, la vie nous l'a pris. C'est très triste de savoir qu'ils voulaient encore bosser. Et rappel, hein, il n'y a aucun studio qui voulait financer ces films, pour vous dire, David Lynch. Ensuite, ils sont arrivés sur tout Netflix. Ah bah nous on voulait. Non, ils ont pas voulu. Et à cause de ça qu'il n'y a pas eu d'autres films non plus, c'est qu'ils ont trouvé du financement et personne n'a voulu lui donner. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. John Carpenter va réaliser la musique du prochain film de Bon Django. On sait pas encore c'est lequel, parce que là il prépare un film d'animation dans les abysses marins. Oui, c'est un film d'horreur visiblement. C'est le plus cher film de l'histoire de la Corée du Sud. On sait pas si Carpenter va réaliser la musique, du coup composer la musique pour celui-ci, ou va composer la musique du prochain film qu'il veut faire dans le métro de Séoul, qui sera aussi un film d'horreur à voir, mais je suis content parce que ça peut être mortel. Carpenter est connu pour sa réalisation, mais aussi pour sa musique. Austin Butler et Jeremy Allen White vont jouer dans un film ensemble, un film A24 sur des essais. Le tournage commence en juin. Je suis content pour Austin Butler qui a une très bonne carrière au cinéma, et surtout pour Jeremy Allen White qui rejoint enfin le monde du cinéma. Il va jouer évidemment Bruce Springsteen bientôt, je crois cette année ou l'année prochaine au cinéma. C'est cool parce que c'est un bon acteur, il mérite d'être au cinéma, d'être dans des films, et là ça va être bien, et il pourrait genre jouer des frères ou des choses comme ça, j'en sais rien, mais je suis content, ça va être un bon combo. Ensuite on a donc les 400 célébrités, donc des créatifs, voilà, vous avez plein d'images avec plein de personnes ici, que ce soit du monde de la réalisation, de l'acting, de Broadway ou même de la musique tout au fond, ont décidé d'envoyer une lettre à Washington pour arrêter, ou en tout cas essayer d'empêcher OpenAI et Google d'utiliser du copyright. Au fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'IA, les entraînements, le training on va dire qui est fait sur les IA, c'est généralement des choses copyrightées, des choses qui n'ont pas le droit d'utiliser. Genre vous, si vous mettez des extraits ou quoi d'un film où vous faites tacler par du copyright, et par contre les IA apparemment ont le droit de voler tes œuvres, ton travail, pour entraîner leur algorithme. Donc il y a plein de gens, des créatifs de tous les domaines qui s'opposent à ça, et ils ont raison de s'opposer à ça. Honnêtement, j'en ai encore une fois parlé récemment cette semaine, ils ont 100% raison. Mais est-ce que maintenant la Maison Blanche, hein, vous savez, hein, la Maison Blanche en ce moment c'est pas la fête, est-ce qu'ils vont écouter ce qu'ils ont à dire? Je ne pense pas, et on verra bien. Nous sommes sur un énorme flop de Blanche-Neige. Alors attention, à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que le film a coûté au minimum 200 millions, oui, en termes de budget, donc vous rajoutez à peu près 100 millions pour le marketing peut-être, et il faut à peu près que le film fasse 500 millions au box-office. Et rappelez-vous, Disney, pour leur projet de 200 millions, ils disent toujours qu'ils doivent faire 500 millions pour rentabiliser. Après, il y a les ventes de jouets, des choses comme ça, les droits streaming, bref, il y a plein de revenus supplémentaires que le box-office, mais voilà, pour Disney, un succès, c'est 500 millions. Enfin, un succès, non, c'est juste rentable. Mais Blanche-Neige a commencé avec moins de 90 millions lors de son premier week-end d'exploitation dans le monde, pas aux États-Unis, vraiment dans le monde. C'est pas beaucoup, c'est difficile, c'est moins que Captain America qui avait commencé avec bien plus, mais globalement, c'est décevant. Mais attention, pourquoi? Parce que les films pour enfants de Disney, eh bien, ils marchent dans le temps. C'est-à-dire que même La Petite Sirène avait très mal commencé, pourtant La Petite Sirène s'est arrêtée aux alentours de 550, ce qui était pas mal. Mufasa a mal commencé, a moins bien commencé que Sonic 3, pourtant Mufasa, sur le long terme, a gagné. Donc oui, ça commence mal pour Blanche-Neige, oui, c'est un film qui est baigné dans les polémiques, dans des critiques négatives, j'en ai parlé dans ma critique évidemment. C'est un flop pour l'instant, à voir à quel point le box-office, dans le temps, les familles vont aller voir le film. Le film a de bonnes critiques, hein, pour les, on va dire, les personnes non cinéphiles, voilà. Sur plein de sites, il est plutôt bien noté, mis à part le review bombing. Mais bon, c'est un film familial et c'est les familles qui vont faire percer ou pas ce film. À voir, je suis curieux. Encore une fois, est-ce que ça mérite un flop? Moi, je pense pas que c'est un énorme échec, ce film, honnêtement. Ça passe, hein, c'est pas bien non plus. J'en ai parlé encore une fois en critique. On va voir, je suis curieux de voir comment ça va évoluer et si ça va faire changer d'avis un peu sur les remakes live action, parce que Disney, depuis quelques temps, ils font plus des 1,2 milliard, 1,6 milliard en remake live action. Lilo et Stitch sera un beau comparatif, peut-être pour voir si Disney va continuer, mais en tout cas, Blanche-Neige, c'est pas foufou pour l'instant, voire, je dirais, si ça continue comme ça, un vrai échec. Apple perd énormément d'argent, 1 milliard par an à cause de leur plateforme de streaming, entre guillemets, et c'est la vérité, je veux dire, les plateformes de streaming ne marchent pas, elles ne rapportent pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que leurs dépenses sont colossales. Rappelez-vous, Netflix dépense à peu près 18 milliards par an, donc il faut qu'ils aient des revenus de fou. Et Netflix, c'est la plateforme mondiale numéro 1. Apple, je crois qu'elle est même pas top 5 des plateformes. Je sais, quand j'en ai parlé en vidéo actualité, que Netflix fait 10 fois
fois plus de minutes regardées que Apple. Donc rendez-vous compte, Apple, ils ont 10 fois plus de choses à faire pour atteindre le niveau de Netflix. Alors c'est triste pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'Apple, honnêtement, aujourd'hui, ils arrivent à concurrencer HBO, voire ils sont meilleurs que HBO. Ils ont un minimum de qualité sur toutes leurs séries. Ils n'ont pas greenlighté des séries catastrophiques. Il y en a plein qui sont excellentes, voire des chefs-d'œuvre, et même les séries un peu moins bien restent pas mal. Donc Apple commence à avoir un peu une audience, mais doucement, parce que, encore une fois, c'est 10 fois moins que Netflix. Ils dépensent beaucoup d'argent dans des projets, dans des productions. Leurs projets coûtent cher, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer, mais la vérité, c'est que ça marche pas. Ça marchera jamais, parce que les œuvres en streaming, il faudra en faire beaucoup, ça va toujours coûter cher, et le endgame du streaming, ce n'est pas de faire des abonnements, c'est faire des abonnements plus des publicités. En fait, je vais être poli, je vais pas être poli du tout, pardon, ils veulent nous enculer, tout simplement. Ils veulent que le système qu'ils mettent en place soit abonnement plus pub. Avant, tu regardais la télé, tu avais des pubs, maintenant, le streaming, tu payais, tu n'avais pas de pub, mais ce qui rapporte le plus d'argent aux plateformes de streaming, c'est le paiement plus les publicités. Donc, si ils vont dans cette direction-là, toutes les plateformes vont le faire, parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent, c'est ce que les gens peuvent se permettre le plus, et les gens, le grand public, s'en fout des pubs. Ça, la triste vérité d'après moi, le grand public s'en fout des pubs. Donc, d'un côté, c'est triste pour Apple, parce qu'ils font du bon contenu, et ils méritent. D'un autre côté, c'est Apple, mais bon, c'est une entreprise, voilà, on va pas les plaindre. Mais de l'autre côté, bah, la vérité sur le système économique des plateformes de streaming, c'est que juste avec un abonnement, surtout un abonnement pas cher comme Apple à 7 €, c'est pas viable. Et la vérité est que plus on va avancer dans le monde du streaming, plus les plateformes et les abonnements seront chers. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont proposer des abonnements avec publicité. De plus en plus de gens vont les prendre, et ils l'ont dit, hein, Netflix, leur abonnement publicité rapporte plus d'argent que leur abonnement Gold, on va dire, ou Premium 4K à 22 balles. Et tout va augmenter, il faudra faire des choix, mais économiquement, ça ne marche pas, et ça ne marchera sûrement jamais. C'est ça aussi la vérité. Severance, par contre, a été renouvelé pour une 3e saison. Aucune surprise de ce point de vue-là. Severance, c'est la série numéro 1 d'Apple, je vous l'avais dit, hein, dépassé de Ted Lasso, c'est la série la plus populaire. C'était normal. C'est-à-dire que ça a été renouvelé maintenant, le scénario n'a pas commencé pour la saison 3. Donc il faudra attendre moins de 3 ans d'après Ben Stiller, mais on va quand même attendre 2 ans, je pense, parce qu'ils vont mettre quelques mois à écrire, ils vont mettre 6 à 8 mois à faire le tournage, et la post-prod, c'est dans 2 ans. Voilà, je pense que 2027 pour la saison 3, on sait pas si on aura une 4e, on n'en sait rien pour l'instant. Moi, je pense que la série devrait s'arrêter à 3-4. Vous savez, c'est ce genre de série comme ça. Une fois que t'as, on va dire, enlevé le mystère, t'as enlevé tout ce qui était original, il faut qu'ils trouvent des idées constamment, c'est pas facile. Je dis pas que la saison 2, ils ont manqué d'idées, hein. J'en ai fait une critique aussi pour ceux qui s'intéressent, mais globalement, Severance devrait, d'après moi, s'arrêter bientôt. Une excellente série, je vous la conseille évidemment, et je suis content qu'elle ait été renouvelée, mais je pense qu'on va devoir attendre un moment quand même. Je vous l'avais dit, mais c'est confirmé, Invincible reviendra en 2026, mais on sait pas quand. Ça sera peut-être pas comme en février, hein, parce que cette année c'était en février à maintenant mars, à peu près, hein, si je dis pas de bêtises, ou peut-être fin janvier. Invincible reviendra. 2026, peut-être en fin d'année, peut-être en début d'année, mais c'est un peu le but, c'est faire une série par an. Ça sera peut-être un an d'attente, 1 an et demi, mais jusqu'à la saison 7 ou 8, parce que ça a été renouvelé pour une 4e et 5e saison, ne l'oubliez pas, ils veulent faire tout l'arc des comics, tous les arcs, le plus possible, en rajouter quelques-uns d'ailleurs, et sortir une fois par an. Je pense que ça peut le faire, je pense que c'est une bonne idée, mais à voir comment ça va le faire en termes de timing, et s'il faut sacrifier l'animation, c'est un peu dommage. Mais bon, on verra bien. Ensuite, on a 2 nouvelles qui seront peut-être un peu particulières pour certains et qui vont pas comprendre tout de suite, mais je vous explique. En gros, vous savez, James Bond, ils se sont séparés de Barbara Broccoli, qui était la créatrice, entre guillemets, hein, la détenteur des droits créatifs de James Bond depuis des décennies. Ils se sont séparés d'elle parce qu'elle faisait chier, apparemment, d'après Jeff Bezos, et du coup, ils l'ont payé 1 milliard pour qu'elle se casse. Maintenant, il faut trouver des nouveaux gens, des nouveaux producteurs pour s'occuper de l'avenir créatif de la saga avec le délire univers connecté que Amazon veut. Du coup, ils ont embauché 2 personnes, David Heyman et Amy Pascal. David Heyman, c'est quelqu'un qui a géré la franchise Harry Potter, et Amy Pascal, c'est quelqu'un qui a géré la franchise Spider-Man de Tom Holland. Et la vérité est que c'est des choix d'univers connecté. Ah, vous l'avez vu, hein, ces choix-là, c'est des choix d'univers connecté, c'est des choix qui vont dans cette direction-là. Ça m'intéresse pas. Voilà, je pense qu'ils vont tuer James Bond, je l'ai dit, hein, je pense vraiment que James Bond est mort et enterré parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Mais l'avantage, je vous l'ai dit aussi, c'est que Amy Pascal et David Heyman et avec Amazon vont se permettre des choses que Barbara Broccoli ne se permettait pas. C'est-à-dire, vu que Barbara Broccoli avait beaucoup de pouvoir créatif, elle voulait pas, pardon, avoir des gens qui bossent sur la franchise sans elle derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Nolan, Tarantino qui ont été intéressés par Bond, mais elle refusait parce qu'elle veut garder du contrôle et ces réalisateurs-là n'aiment pas qu'il soit contrôlé. Et là, la grosse rumeur, c'est que c'est Alfonso Cuarón qui est en discussion pour faire le prochain film James Bond. Et si là, Amazon, le seul avantage que ça peut avoir pour la franchise, laisse libre cours à des réals comme Cuarón pour faire le James Bond qu'il veut, ça peut être mortel. Et ça sera le seul point positif du rachat d'Amazon. On verra bien. Encore une fois, moi je trouve ça un petit peu inquiétant tout de même, mais si Cuarón a le droit de faire un James Bond, en vrai incroyable. Pour les fans de Big Mouth, on a une affiche finale pour la dernière saison, je sais même pas c'est laquelle. Honnêtement, j'ai arrêté la saison 2 ou 3, bon, on a fait vite le tour, je trouve, mais Big Mouth
sortir du coup le 23 mai, dernière et unique saison pour la série. Il y a eu plein de spin-off et tout évidemment, mais voilà, ça sera la dernière saison, pas coupé en deux parties, ça sera vraiment un événement unique. Et ouais, pour ceux qui aiment bien, cool, moi je reprendrai pas, mais voilà, pour les fans, je vous précise ça quand même. Nous avons un logo officiel pour The Mandalorian et Grogu, voici à quoi il ressemble. Le film devrait sortir en mai 2026. Moi je m'attends encore une fois à un sacré échec. Pour le coup, rappelez-vous, budget de 166 millions, ce qui est pas trop cher pour Star Wars. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des films Star Wars les moins chers de l'histoire, mais on a quelque chose à faire de goût. Mandalorian et Grogu, honnêtement. Donc là, ils font un film peut-être de conclusion, on n'en sait rien, mais qui on a encore quelque chose à faire. Je pense que le marketing devra y aller à fond pour motiver les gens, que l'histoire soit intrigante et pas juste un téléfilm à presque 200 millions. C'est ça qui va être intéressant à voir. Je suis un peu inquiet, enfin, c'est pas comme si j'en avais quelque chose à faire honnêtement de Mandalorian aujourd'hui, mais vu comment ils ont gâché la série avec la saison 3 qui était HS totale et avec Book of Boba Fett, comment tu peux attendre ce film, je sais pas, à voir le marketing, à voir ce qu'ils proposent, mais c'est inquiétant. Et si on parle de choses inquiétantes, c'est Coco 2 qui a été officialisé. Ceci est un logo officiel Coco 2 pour 2029 avec les mêmes réalisateurs, hein, Lee Unkrich et Adrian Molina, donc c'est eux qui vont revenir. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Coco 2 n'a aucune raison d'exister, mais Pixar veulent de la thune. Et ils ont vu que le seul moyen de se faire de la thune aujourd'hui, c'est pas les idées originales, c'est les suites. Quand t'as Vice Versa 2 qui fait presque 1,7 milliard, pourquoi tu te ferais chier? Coco, c'est un film que les gens adorent, pour moi c'est l'un des meilleurs Pixar de loin, et pourquoi tu fais une suite à thune? Y a aucune raison, l'histoire de Coco s'arrêtait parfaitement, encore s'ils explorent une autre histoire d'une autre famille peut-être, why not? Mais le but de Coco, si vous avez vu le film, c'est Coco, hein, vous avez compris. Donc moi je vois pas l'intérêt, peut-être ils vont dans une direction différente et pas la fête des morts et tout, ça dépend de l'idée. Encore une fois, si ils vont pas dans la redite et dans un truc qui peut être un peu fascinant sur cette culture, sur ce monde, pourquoi pas? Mais encore une fois, je préfère largement avoir des idées originales que des cocos qui vont taper 1,7 milliard, ça va être ça. Bref, c'est dans 2029, on a le temps, mais oui, je suis désolé de le dire, ça me donne pas envie encore une fois. Je vois encore une fois l'idée du projet cynique, même si j'ai les mêmes réals, désolé mais j'en peux plus quoi. Christophe Waltz sera dans la 5e saison de Only Murders in the Building, et honnêtement, j'ai pas vu la série, enfin j'ai regardé la première saison, je me suis arrêté à la deuxième, c'est pas mon truc, je sais que les gens aiment bien, que c'est une sitcom sympathique, que les gens kiffent. Moi ce que j'ai envie de dire c'est juste Christophe Waltz, pourquoi il fait plus de films au cinéma quoi? Pourquoi il est pas une tête d'affiche au cinéma? Je l'ai vu que dans des séries un peu mid, j'ai vu un peu dans quelques films qui étaient pas hyper intéressants ou réussis, alors oui il a bossé avec des grands réals ces dernières années, mais il devrait être une tête d'affiche au cinéma, il a gagné 2 Oscars, il devrait être partout. Je sais pas si c'est un choix personnel, je me suis pas vraiment renseigné sur sa vie, mais si c'est les rôles qui manquent, c'est grave. Après bon, c'est cool s'il fait une série comme ça, il s'amuse, why not, mais j'aimerais bien voir du Christophe Waltz au cinéma dans des gros projets. Pour moi ce mec-là, il devrait avoir une carrière comme DiCaprio, c'est une fois qu'il a percé, il devrait faire un film par an, mais à chaque fois des films qui vont gagner des Oscars. Pourquoi il est pas partout? Je ne comprends pas, si c'est un choix personnel ou pas, on pourra en parler un jour en vidéo dédiée après des recherches, mais je comprends pas. Vu qu'on parlait de DiCaprio, on a eu le droit au premier teaser de One Battle After Another qui sortira au final en septembre aux États-Unis et sûrement au même moment chez nous, et c'est le prochain film de Paul Thomas Anderson, le gros blockbuster de Paul Thomas Anderson, 120 millions de la Warner avec DiCaprio. Voilà, encore une fois, il fait un film par an, mais à chaque fois c'est un gros projet qui a droit à beaucoup d'argent derrière. Et moi, la bande-annonce teaser, j'ai bien aimé la vibe. Alors ça dure même pas 30 secondes si je dis pas de bêtises, mais ce que j'aime bien, c'est revoir du PTA, du coup Paul Thomas Anderson, dans un monde contemporain, parce qu'il fait toujours des films d'époque. Enfin, ces dernières années, il a fait beaucoup de films d'époque. Là, les visuels de l'œuvre à notre époque, bah, je trouve ça intéressant. Et je pense que le film va être bien. Ce sera un film fondamentalement politique, hein, c'est le but de l'œuvre. Hâte de voir ça. Surtout dans l'Amérique de Trump. Encore une fois, je pense que c'est un film qui va arriver de manière très intelligente à parler de ça. On verra bien, mais ça va se faire. Et moi, ça m'a donné envie juste avec ce petit teaser. Et j'ai hâte de voir la bande-annonce complète. The Bride a été décalé. Normalement, il devait sortir en octobre, si ma mémoire est bonne. C'est le film de Maggie Gyllenhaal. C'est une comédie musicale sur Frankenstein. Et du coup, la femme de Frankenstein. Et elle a été décalée à mars 2026. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de visuel, en termes de bande-annonce. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais curieux tout de même. Le tournage de House of the Dragon saison 3 a débuté. C'est une bonne chose. Honnêtement, disons les choses, c'est une bonne chose. Mais bon, encore une fois, ça sortira à l'été 2026. Ça sera pas pour tout de suite vu les mois de tournage qu'ils ont prévus. Quelques actualités concernant Assassin's Creed Shadows, avec premièrement 2 millions de ventes en moins de 48 heures d'après donc Ubisoft. Je pense que c'est un beau succès. À voir comment ça va se consolider dans les mois qui viennent, parce que quand même 2 millions pour un projet qui a dû coûter très cher, hein. Ça a dû coûter au moins 400-500 millions comme projet. Hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que Ubisoft va vraiment se relancer. On devrait être pour que les studios, surtout français, soient meilleurs, qui fonctionnent, qui marchent bien. Surtout que Shadows a reçu des critiques positives. C'est des meilleures ventes que Odyssey et Origins pour l'instant. Donc oui, il y a eu des polémiques, mais les gens sont intéressés, les gens aiment bien le jeu. C'est cool. Moi, j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais voilà, je suis content pour le jeu qui est plutôt bien noté et il marche plutôt bien à voir dans les mois qui viennent. Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est la mise à jour qu'ils ont faite pour ne plus pouvoir détruire les sanctuaires et en même temps les temples au Japon. Pourquoi? C'est ridicule. Je suis désolé. Même si le gouvernement japonais s'énerve parce qu'apparemment ça va pousser les gens à détruire des temples dans la vraie vie, c'est ridicule. C'est comme si t'enlevais les guns dans un GTA parce que ça va faire tuer des gens. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Les jeux vidéo n'ont jamais tué personne. C'est bon. C'est pas parce que le gouvernement japonais, qu'Ubisoft baisse leur froc devant eux qu'ils doivent mettre ces mises à jour là. Encore que tu aies une mise à jour, une option pour désactiver ça dans le jeu. Why not? Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Mais l'imposer comme ça, c'est ridicule. Surtout que le gouvernement en
n'a pas fait une loi pour l'imposer. À la limite, je pourrais comprendre si c'est obligé légalement. Mais là, c'est juste baisser son froc face au gouvernement japonais. C'est ridicule. On s'en fout, c'est un jeu vidéo. Je veux dire, tant sanctuaire ou pas, c'est un jeu vidéo. C'est pas la vraie vie. Les gens sont pas bêtes. Faut arrêter. Non, mais vraiment, faut arrêter. Et je trouve que c'est vraiment de l'autocensure, pardon, bête et méchante sans raison. Ils avaient aucune obligation de faire ça. Et c'est pas comme s'il y avait une vraie polémique au Japon par rapport à ça. Et même s'il y avait une vraie polémique par rapport à ça, c'est des temples, des sanctuaires. Ok, d'accord, ça peut être sacré pour certaines personnes, mais il y a des jeux, surtout celui-ci, où tu tues des gens. Donc à un moment, arrêtons un peu le charabia. Il faut qu'on parle de la polémique concernant la série Adolescence. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu ma critique concernant Adolescence ou la série, allez voir ma critique d'ailleurs, évidemment. Adolescence, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tue une femme. Voilà, le but de l'histoire, il tue une femme et on essaie d'expliquer pourquoi il tue une femme. Et le truc, c'est que c'est une série du coup de Stephen Graham qui joue aussi dedans. C'est une idée qu'il a eue après avoir vu plusieurs articles où des jeunes hommes tuent une jeune femme en général et on comprend pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à l'œuvre Adolescence et à ce scénario parce qu'il voulait savoir pourquoi les jeunes hommes tuent des femmes. Et c'est littéralement le but de l'œuvre, c'est d'expliquer pourquoi ce gamin-là a tué cette jeune femme. Bref, je vais pas vous révéler tout ce qui se passe ici, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'autre créateur du coup qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Jack Thorne, c'est ça, Jack Thorne, lui a révélé quel meurtre l'a inspiré. Stephen Graham, il a dit qu'il y en avait deux meurtres l'ont inspiré. Jack Thorne en a cité un, mais il en avait plusieurs en tête, mais il en a cité un. Et vous connaissez Internet, vous connaissez les débiles du coin, l'un des tueurs en question, il a cité lui, Jack Thorne, ressemblait à ça. Vous comprenez où je veux en venir. Du coup, il y a plein de gens qui disent que c'est du whitewashing négatif, parce qu'apparemment le tueur qui a inspiré Jack Thorne était de cette apparence-là. C'est ça le problème. Et moi, je vais vous dire plusieurs choses. Premièrement, d'un point de vue cinéma, je vais plutôt mettre l'image de la série. Honnêtement, on va pas envie de donner de la visibilité à des tueurs comme ça, même si malheureusement je l'ai fait. Le truc, c'est que c'est une adaptation de quelque chose qui existe dans la vraie vie, pas d'un événement. Tu vois, c'est une source d'inspiration. C'est pas une adaptation d'un moment clé. Oui, ça adapte un phénomène de société, mais c'est une inspiration pour écrire autour de la série. Donc, peu importe la couleur de peau de la personne, ça s'inspire pas de cet événement-là. C'est juste quelque chose qui t'a donné une idée. Si quelque chose t'a donné une idée, après t'écris l'œuvre que tu veux. Donc d'un point de vue artistique, ça n'a aucun sens de se plaindre de ça. Il y a que les influenceurs anti-woke et DEI à la con qui vont se plaindre de ça. C'est pas du whitewashing méchant. Ensuite, je vais vous dire un truc, la vérité est que c'est mieux qu'il soit blanc. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ces gens-là, vous savez, ces influenceurs et autres extrémistes, ils sont les premiers à gueuler: ah, on n'a pas de rôle principaux blancs, ils ont tous remplacé. Allez, pour une fois, t'as un personnage blanc, d'accord? Non, mais plus sérieusement, la vérité est que s'il n'était pas blanc, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que c'est un problème universel, ce qui se passe dans la série. C'est un problème qui concerne tout le monde. Et le fait d'avoir une personne blanche de peau dans un milieu social, je dirais pas pauvre, parce qu'il se passe plutôt bien dans la série en termes de classe, c'est ça le but de l'œuvre. C'est d'expliquer que tout le monde, que tu sois blanc, pauvre, riche, tout le monde, peu importe ta couleur de peau, ta religion, tout le monde, si tu es un homme, peut faire ça. La thématique est au sujet des hommes. Elle n'est pas au sujet de la couleur de peau de la personne. Et c'est ça qui est important. Et je pense sincèrement que s'ils avaient pris un jeune homme noir, les gens n'auraient pas compris la bonne chose. Enfin, pas les gens, les racistes. Hein. C'est un problème de patriarcat, de masculinité, avant d'être un problème de couleur de peau, de religion, de classe. C'est un problème qui a atteint tous les hommes. Tous sans exception. Et si vous pensez que c'est du whitewashing négatif, je pense que vous êtes passé à côté de l'œuvre. Ou alors vous n'avez tout simplement pas vu. Parce que ces gens qui se plaignent de ça, ils l'ont pas vu. Malheureusement, ça concerne tout le monde et tous les hommes principalement. Surtout les hommes, parce que c'est le but de la série. Donc je pense sincèrement que si c'était une personne noire, ou même un musulman, ou voilà, une personne qui est moins universelle au Royaume-Uni et en Occident, je pense que le message n'aurait pas été le bon et que les gens auraient compris autre chose. Ils auraient compris: ah, c'est parce qu'il est noir, ah, c'est parce qu'il est musulman ou je sais pas quoi. Non, là, le fait que ce soit un homme blanc, sa religion n'est pas citée, que ce soit un homme d'une famille, enfin un enfant d'une famille pas aisée mais classe moyenne, c'est le message parfait parce que c'est le message le plus universel possible et là on ne serait pas tombé dans le piège du racisme et ces choses-là. Donc je pense que malheureusement, entre guillemets, dans la société d'aujourd'hui, les gens n'auraient pas pris le bon message en considération si t'es pas un jeune homme blanc. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Ensuite, il faut juste préciser que du coup, depuis la série Jack Thorne, il apparaît un peu parce qu'il a pas fait beaucoup d'œuvres où il était vraiment mis en avant. Là, c'est son plus gros succès de sa carrière. Jack Thorne est critiqué sur son physique, sur sa masculinité et ces choses-là. Et en fait, c'est exactement ce qu'il dénonce. Ce problème-là de critiquer cet homme-là par rapport à quoi il ressemble et par rapport à ce qu'il a fait, c'est ne pas comprendre les thématiques de la série. Donc ça montre encore une fois que les hommes énervés par cette œuvre-là ne comprennent pas l'œuvre. J'ai jamais compris, je veux dire, si vous êtes énervé par ça, pourquoi? Vous avez tué personne, vous, on est d'accord. Pourquoi vous vous énervez par un vrai phénomène de société qui dit que les hommes, oui, sont coupables de ce genre de crime. C'est les hommes qui font ce genre de crime. C'est ça la vérité. D'ailleurs, j'ai vu plein d'articles où vous avez donc le tueur de ce cas qui a été donné, mais il y a aussi des articles avec plein de tueurs, et vous voyez, c'est des tueurs de toute ethnie différente. C'est des jeunes hommes ou même une jeune femme ici qui tuent des gens. Pourquoi? Parce que la masculinité est toxique, parce que le patriarcat. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce mec-là a raison. Il faut se concentrer sur ce que raconte réellement la série, à quel point, peu importe quel enfant peut tomber dedans, mais vraiment sur tous les hommes, parce que du coup, il y a beaucoup d'influenceurs et beaucoup de réseaux sociaux qui vont agripper ces jeunes hommes, et on le voit au lycée. Hein. Au lycée, c'est toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau qui sont agrippées par justement cette masculinité toxique qui donc tue des femmes et ce patriarcat. Donc si vous énervez par rapport à ça, je pense qu'il y a un côté où vous êtes vraiment un peu à côté de la plaque concernant l'œuvre, et en même temps, je pense que vous n'avez pas compris l'œuvre en question. Adolescence, c'est bien,
une œuvre importante qui va ouvrir les yeux à beaucoup de parents, sûrement, à beaucoup de jeunes hommes aussi, j'espère, mais que les hommes soient énervés. Pour moi, c'est la preuve que l'œuvre a fonctionné. Et pour finir avec les sorties de la semaine, nous avons Novocaine qui sort cette semaine au cinéma. J'irai le voir, j'en parlerai dans ma vidéo bilan qui devrait sortir mercredi de tous les films que j'ai vus récemment. C'est un système, c'est un type de vidéo qui va revenir. Ensuite, en streaming, nous avons Apple qui sort de Studio, qui apparemment est une excellente série sur comment on fait des films et tout le système derrière. Les critiques sont absolument géniales, donc ça on en parlera aussi, peut-être pas cette semaine, mais lorsque la série sera terminée. Holland est un film, ou Holland, je n'en sais rien, est un film avec du coup Nicole Kidman et Matthew McFadden, un thriller sur Prime. Les critiques sont pas très bonnes pour l'instant, mais on en parlera peut-être du coup en vidéo bilan dans le mois prochain. On verra bien si je le regarde ou pas. Et nous avons Mobland, la nouvelle série avec donc Tom Hardy, Pierce Brosnan et Hélène Mirren. Rendez-vous compte de ça. Voilà. Donc ça sera une série Paramount. Vous avez accès aussi dès ce dimanche. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être bien. On verra bien. Mais je fais confiance à la série de Guy Ritchie. Donc ça peut carrément cartonner. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord ou pas? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez voir plus de contenu, que ce soit des contenus courts sur TikTok ou Instagram ou même des lives, suivez-moi sur tous mes réseaux. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.